parce que je veux dire, il faut comprendre qu'au-delà de ces personnalités, ce sont nos libertés à tous qui sont mises en cause. C'est de pire en pire. Bon, rappelez-vous les gilets jaunes, comment ils ont été traités, etc. Bon. Donc il faut bien penser qu'on est tous des Palestiniens dans notre pays. Ça, il faut vraiment avoir ça en tête. L'onglet répression, donc je voulais en effet vous lancer là-dessus parce qu'il y a quand même pas mal de personnalités qui sont concernées. On peut peut-être commencer par l'une des plus connues, si c'est pas la plus connue, Alain Soral, avec les 4 ans fermes qui sont requis contre lui pour l'instant. Alors actuellement, ce ne sont que des réquisitions, ce n'est pas encore un arrêt. L'arrêt d'appel, je crois, doit être rendu le 19 mai, c'est-à-dire dans quelques semaines, et on verra ce qu'il en est. En première instance, il avait été condamné des jours amende, c'est-à-dire qu'on est condamné à quelques milliers à un certain nombre de milliers d'euros, et si on ne les paye pas, au bout d'un certain délai, théoriquement, et pas que théoriquement, en général, on va en prison. Là, ils ont demandé, le procureur, ce qui est une première, à ma connaissance en matière de droit de la presse, a demandé la révocation des sursis d'un certain nombre de condamnations antérieures et définitives qui s'étaient soldées par de la prison avec sursis. Et donc là, il a demandé la révocation de ces sursis, ce qui est une première dans le droit de la presse. J'ai vérifié, c'est une première. Donc c'est là qu'on voit quand même qu'il y a une aggravation considérable de la répression, premier point. Et deuxième point, il est extravagant. Là encore, je crois que c'est une première en droit de la presse en France, devant la 17e, enfin, là c'est la cour d'appel, mais c'est l'équivalent de la 17e en appel. Donc la cour d'appel, le procureur a demandé donc la révocation des sursis et 4 ans de prison ferme. 4 ans en tout, de prison ferme autour de 4 ans, ce qui est absolument considérable en droit de la presse. Puisque je rappelle que, par exemple, la loi Guesso, si on est condamné, la peine maximale, c'est 1 an de prison ferme et 35 000 euros d'amende. Donc là, c'est parce qu'il y a plusieurs dossiers, donc on peut rajouter 1 an à chaque fois. Ce que me disait Vincent Renoir, il me disait, moi si je vais en prison, on en parlera tout à l'heure, il a déjà dit 23 mois ferme exécutoire, c'est-à-dire presque 2 ans, mais en fait il me dit, moi, sur chaque vidéo ou chaque post que je peux éventuellement mettre sur Gab, je peux avoir 1 an de prison ferme à chaque fois. Si me mettent le maximum à chaque fois, je peux rester 10 ans, 15 ans en prison. En soi, c'est possible, et ça n'est pas purement théorique, puisque je rappelle que dans le monde germanique, c'est ce qui s'est passé, puisque Horst Mahler, il a fait quand même près de 12 ans de prison ferme réelle en prison, et le poète Fröhlich en Autriche, il a fait 15 ans réels. Et même le fait qu'il était amputé, Horst Mahler, en prison, ça l'a pas empêché d'y retourner. On ne lui a pas fait grâce de cela, si vous voulez. Donc il y a véritablement une haine talmudique, si j'ose dire, qui se manifeste de manière effrayante, même devant des vieillards. Il y a une traque aux vieillards qui est absolument répugnante. On va prendre des octogénaires, des nonagénaires, des centenaires même, pour essayer de les mettre en prison, voilà. Quand bien même sont-ils subclaquants. Voilà. Ça, c'est vraiment le contraire de la pensée chrétienne, le contraire à toute humanité, mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Et d'ailleurs, vous avez évoqué aussi le fait que Hervé Ryssen est sorti de prison, mais également que Vincent Renoir est menacé d'extradition. Alors on va dire un mot sur Hervé Ryssen quand même, donc c'est une bonne nouvelle, même si il n'est pas sorti d'affaire complètement, puisqu'il a encore 5 ou 6 affaires correctionnelles le concernant, une avec Yvan Benedetti relativement à une scène un peu agitée avec des journalistes et des caméramans de l'émission Quotidien de Yann Barthès, même si d'après les images que l'on voit et qui sont disponibles sur Internet, il semble bien que Hervé n'ait rien fait, je veux dire. Or c'est le seul des 3 prévenus qui est poursuivi pour 2 infractions, à la fois violence en réunion et destruction du matériel. Les autres, c'est uniquement que destruction de matériel. Lui, il a en plus de violence en réunion, et je suis quand même très étonné parce que, à ce qu'on en voit dans les images et à ce qu'il m'a dit, je sais qu'il est sincère et honnête, c'est pas quelqu'un qui ment ou qui cherche à tromper. Et, en l'occurrence, il n'a rien fait. Il faut quand même dire, je remercie de me poser la question dessus parce qu'il faut quand même en dire un mot, on ne lui aura rien épargné en prison, puisque non seulement il a eu plusieurs gardes à vue dans cette affaire, en prison, il a été à l'isolement. Il faut savoir que la détention en temps de Covid, c'est pire, parce qu'on ne peut pas, il me disait, avoir accès à la bibliothèque, on peut quand même prendre des livres, lire, ce qui occupe quand même du temps, puisqu'il permet quand même de penser à autre chose. Donc je veux dire, il ne pouvait pas aller à la salle de sport et de musculation, elle était fermée également avec le Covid. Pour les visites, c'est beaucoup plus restreint, à la fois en nombre et en temps, et surtout, il y a une vitre en plexiglas totalement étanche, de telle manière qu'on ne peut même pas, vis-à-vis de son épouse, par exemple, ou de ses enfants, même les toucher physiquement, les embrasser, les prendre dans les bras et tout ça, etc. Je veux dire, c'est quelque chose quand même de très dur, quand même, humainement. Bon. Et d'autre part, et ça je dois dire que moi je l'imaginais pas possible, je découvre, c'est que en prison, alors qu'il n'a rien fait, alors qu'il avait aidé un co-détenu guadeloupéen de maintes manières, eh bien, celui-là, sans doute qu'il y a des problèmes psychiatriques ou par méchanceté gratuite, que sais-je, ça existe, eh bien, elle a accusé de racisme, d'insultes racistes, et on sait que c'est le péché suprême de nos jours aujourd'hui. Et non seulement ça lui a amené à faire du mitard, ça lui a amené à ce qu'on lui refuse toutes les remises de peine, ce qui fait qu'il avait 7 mois
de prison ferme en plus. Son avocat m'avait appelé, m'avait dit ça y est, c'est bon, il va sortir aujourd'hui ou demain. Et finalement, il me rappelle catastrophé quelques jours après en me disant c'est la catastrophe. Je veux dire, finalement, il ne sortira que le samedi 17 avril. C'est-à-dire que pour une peine de 9 mois ferme, il a fait 7 mois. Alors qu'en principe, on fait le mois à moitié. Normalement, il aurait dû faire 4 mois et demi, 5 mois sur 9 mois. Il a fait 7 mois réels. Hein. Il est rentré le 18 septembre et même le 17, puisqu'il était en garde à vue dès le 17 au matin. Et il n'est sorti que le samedi 17 avril à 9 h du matin de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Bon, voilà. Donc, c'est-à-dire que pour une calomnie confirmée par un surveillant, parce que le problème, c'est que comme il y a une réalité ethnique dans ces prisons, il y a une forme de solidarité ethnique ou tribale ou raciale qui joue et qui peut être absolument dévastatrice. C'est-à-dire qu'on est la proie en prison de toutes les méchancetés, de toutes les ignominies, de toutes les perversités de l'humanité, je veux dire. Hein. C'est-à-dire que quand on entre en prison, c'est pas quand on va en sortir, ni dans quel état on va en sortir. Bon. Et d'autre part, et je termine par là, moi ce que j'ai appris dans cette affaire, ce que j'ignorais là encore, c'est que je pensais qu'en droit de la presse, lorsque on était condamné à une peine définitive, même s'il y avait d'autres peines de prison et qui n'étaient pas définitives, on n'avait pas à les faire en prison. Or, ce qui s'est passé pour Hervé, et c'est ce qui a ajouté à sa souffrance et à la durée de sa peine, c'est que en réalité, comme il avait été condamné à d'autres peines de prison ferme, bien qu'il ait fait appel, eh bien, elles ont été considérées comme exécutoires tant que le tribunal n'avait pas décidé de lui permettre de bénéficier d'une remise en liberté le temps que l'appel soit traité, si vous voulez. Et par exemple, pour une peine de prison à 1 an, pour une vidéo, je crois qu'il avait faite, eh bien, pendant longtemps, on lui a dit que son appel n'était pas recevable et finalement la cour d'appel l'a accepté, mais après que pendant plus d'1 heure le tribunal se fut réuni en secret, il m'a dit j'ai passé 1 heure affreuse hein, pendant cette heure-là et finalement elle a quand même été acceptée et c'était pour des histoires de désarguties juridiques parce qu'il avait envoyé lettre recommandée avec AR de trop en retard par rapport au délai ou que ce n'était pas la forme juridique qu'il fallait utiliser, etc. Et naturellement le BNVCA, l'avocat du BNVCA, Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, disait mais monsieur le président il a envoyé en retard la lettre, c'est pas bon, il faut qu'il fasse son année de prison, en plus c'est trop tard, et il serait ressorti qu'en 2022 dans ce cas-là, et même peut-être plus tard, parce qu'il y avait encore d'autres peines qui s'ajoutaient, et donc là c'est une extrémiste, grâce au fait que bon, la Cour d'appel a quand même appliqué le droit dans cette affaire, grâce à son excellent avocat, maître Pierre-Marie Bonneau, qui s'est battu comme un lion, qui a retrouvé des jurisprudences de la Cour de cassation dans cette affaire, qu'il a quand même pu finalement bénéficier de cette remise en liberté sous contrôle judiciaire. Hein. C'est-à-dire qu'il a été ces jours-ci au commissariat de police et on lui a enlevé son passeport, sa carte d'identité, son permis de conduire, de sorte qu'il ne peut pas quitter le territoire national et que chaque semaine il doit pointer. C'était ce qui s'était déjà produit il y a quelques années, je me rappelle, pour Vincent Renoir. Je crois que c'était au moment, si je me trompe, de l'affaire de Radour-sur-Glane, où il devait pointer chaque semaine également au commissariat de police. Voilà. Donc voilà où on en est. Donc, voilà. Donc vous me priez d'Hervé, maintenant je parle de Vincent, puisque vous m'avez posé la question sur Vincent. Excusez-moi d'être un petit peu long, mais c'est un sujet qui me passionne et c'est un sujet quand même important parce que je veux dire, il faut comprendre qu'au-delà de ces personnalités, ce sont nos libertés à tous qui sont mises en cause. Hein, car il ne faut pas penser que c'est simplement eux, ils sont en première ligne, donc forcément, ils sont plus attaqués, mais vous l'êtes également. On l'est lorsqu'on nous empêche de nous déplacer, qu'on nous oblige à remplir des attestations pour sortir de chez soi, lorsqu'on nous oblige à toute une série de vexations, de brimades, etc. Et ça ne fait que commencer, il ne faut pas se faire d'illusions. Bon, hein, c'est de pire en pire. Bon, rappelez-vous les gilets jaunes, comment ils ont été traités, etc. Bon. Donc il faut bien penser qu'on est tous des Palestiniens dans notre pays. Hein. Ça, il faut vraiment avoir ça en tête. Bien, par les mêmes d'ailleurs, hein, on le sait, bon, qui nous oppriment. Donc revenons à... Les Noirs en Angleterre. Au moment où donc il y a un petit peu une lueur d'espérance pour Hervé qui enfin peut retrouver sa famille qu'il aime et dont il est aimé, et l'on sait que l'on ne peut avoir qu'une joie irrépressible de la liberté lorsqu'on a été longtemps privé, de même que celui qui a été longtemps gravement malade, eh bien, apprécier à son juste prix la santé qu'il a enfin recouvrée, dont il a longtemps été privé. Bon, bien que Hervé me dit que là, il a un peu le contre-coup de la prison, qu'il n'est pas très bien psychologiquement, parce que je veux dire, il y a le contre-coup forcément. Puis il sait qu'en plus, il n'est pas encore sorti de l'enfer, parce que il y a encore beaucoup d'affaires, de dossiers, et il n'a pas la certitude absolue, même s'il accepte des remises de peine, même s'il accepte des peines alternatives, comme le bracelet électronique, comme des travaux d'intérêt général, eh bien, il n'est pas sûr qu'il ne doive pas retourner à un moment donné, comme Monopoly, racasse prison. Hein, voilà, donc, et là, c'est pas pour un jeu, c'est pour une réalité qui est terrible. Surtout que Fleury-Mérogis, c'est quand même terrible. C'est une prison à la fois très bruyante, très peuplée, surpeuplée même, et immense, vétuste. C'est la prison en Europe la plus grande qui soit, et celle qui compte chaque année le plus grand nombre de suicides
de détenus. Donc c'est dire à quel point c'est très difficile. Il m'a dit vraiment ça a été horrible. Et plus le temps passait, contrairement à ce qu'on pouvait peut-être penser, plus le temps passait, plus c'était difficile pour lui. Et puis c'est vrai qu'après il y a eu cette histoire où pendant longtemps il a pensé qu'il devrait peut-être faire un an de plus en prison. Il y a eu cette histoire avec ce co-détenu. Enfin, je veux dire ça a été l'horreur, quoi, je veux dire. Donc pour Vincent, bah oui, c'est très inquiétant parce qu'il y a l'Office central dont j'ignorais l'existence. Ce sont des organismes qui sont vraiment faits complètement contre nous, tout cela. Et donc, il y a l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, contre le génocide et contre les crimes de haine. Donc les crimes de haine, il faut comprendre ce que c'est. Les crimes de haine, lorsque l'armée israélienne tue, massacre, piétine ou mutile des enfants, des femmes, des vieillards, ce n'est pas un crime de haine. En revanche, les crimes de haine, c'est tout ce qui s'oppose à la domination dans certains lobbies. On n'a pas le droit de parler, sauf pour en dire du bien, sauf pour s'agenouiller devant. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est ça les crimes de haine. Et donc, en l'occurrence, Vincent Renoir, donc il y avait un article du Monde il y a une quinzaine de jours, incroyable, qui dit que, alors au départ c'est surtout centré sur le génocide qu'il y a eu entre les Tutsis et les Hutus au Rwanda, enfin des Hutus sur les Tutsis plutôt, bon, et donc ça a priori c'est un autre sujet, et à la fin de l'article, juste quelques lignes incroyables, on dit que ce même office a une succursale, si j'ose dire, enfin une sous-partie en quelque sorte qui s'occupe uniquement des crimes de haine et que ce sous-ensemble en quelque sorte cherche à obtenir l'extradition, c'est le mot employé, l'extradition de Vincent Renoir du Royaume-Uni. Donc, et ça n'est pas à prendre à la légère, puisque quelques jours après la parution de cet article, la mère octogénaire qui vit en Normandie de Vincent Renoir reçoit un appel très inquiétant qui exige qu'on lui communique l'adresse postale, le domicile personnel de Vincent Renoir au Royaume-Uni. L'ex-compagne de Vincent Renoir, au même moment, reçoit également un appel lui intimant également de lui donner l'adresse postale, là où il vit réellement, donc de Vincent Renoir en Grande-Bretagne, en Angleterre. C'est dire qu'il y a vraiment une volonté, et on lui dit à ces deux dames que si elles n'obtempèrent pas, évidemment elles n'ont pas obtempéré, eh bien ils demanderont l'aide de la police britannique, ils demanderont aux autorités britanniques de procéder elles-mêmes à l'extradition en France donc de Vincent Renoir. Donc c'est du très sérieux, et moi à mon avis, sauf miracle, je serais malheureusement très surpris qu'il ne soit pas extradé avant la fin de l'année, honnêtement. Bon, après, il faut toujours vivre d'espoir, mais enfin, c'est très difficile de penser qu'il pourra rester durablement en Angleterre, d'autant que les choses s'aggravent là-bas avec l'affaire Chablose. Tout à fait, oui, j'allais dire, on reste encore en Angleterre après le prince Philippe et Vincent Renoir avec donc cette chanteuse dissidente mais un petit peu trop libre d'esprit, on va dire, là aussi. L'affaire Chablose, on en avait parlé déjà dans Rivarol, depuis 2018, effectivement, il y a des poursuites judiciaires contre elle, et là elle est en prison au moment où on parle, d'ailleurs je la salue, elle a d'ailleurs eu son anniversaire le jour de Pâques, cette année, le 4 avril, et on pense bien à elle, on prie pour elle, mais c'est évident que les organisations juives, et notamment une organisation qui s'appelle Campagne contre l'antisémitisme en Grande-Bretagne, a pu obtenir ce qui est une innovation très importante et lourde de conséquences par ses effets, surtout qu'il y avait comme une tradition de liberté d'expression totale au Royaume-Uni comme aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que c'est quand même le monde anglo-saxon qui, dans ses fondements, dans ses traditions, dans son état d'esprit, dans ses mentalités, dans ses mœurs, est très favorable à la liberté d'expression, pour le meilleur comme pour le pire d'ailleurs. Mais enfin, c'était leur tradition. Et il est évident que là, il y a un changement de paradigme, si j'ose dire, et de jurisprudence qui est tout à fait considérable, puisqu'aussi bien elle est réellement prison pour simplement des écrits et des propos sur Internet. Et donc, il est évident qu'à partir du moment où ils ont obtenu cela en appel, et à partir du moment où c'est en appel, compte tenu du fonctionnement de la jurisprudence au Royaume-Uni, eh bien, cela fait jurisprudence, qui est forcément le cas en première instance, mais en appel, c'est le cas. Et donc, c'est très inquiétant, évidemment, pour la liberté d'expression qui semble morte également au Royaume-Uni. Et c'est très inquiétant, en particulier pour Vincent Renoir, puisque moi, je pense que derrière Chablose, c'est lui, à mon avis, la cible principale, ou la cible ultime, si vous voulez, puisque il est évident qu'il est très actif dans le monde francophone, et que, bien qu'il s'adresse essentiellement à un public francophone,
On sait très bien que ces vidéos, il est fait en Angleterre, et Alison Chablose, on l'a condamnée à la prison ferme, alors même qu'on lui avait interdit d'aller sur les réseaux sociaux, mais elle n'allait pas sur les réseaux sociaux, elle ne publiait des choses que sur son blog. Et elle disait, mais moi, je ne veux plus sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, Gab, VK, etc. C'était uniquement sur son site. Elle a dit, non, non, c'est quand même du réseau social, parce qu'on peut aller sur votre site, on peut s'y abonner, on peut partager les informations qu'on y trouve, enfin, ou les commentaires qu'on y trouve, et par conséquent, le juge a considéré qu'elle était en état de récidive légale, si j'ose dire, qu'elle n'avait pas rempli son obligation après le sursis probatoire, la prison avec sursis probatoire qui lui avait été appliqué et infligé en première instance, et par conséquent, il a mis en prison, je crois, 18 semaines en tout, dont 9 semaines fermes, voilà. Donc, pour simplement, et là, il faut bien comprendre que c'est vraiment pour contestation de l'Holocauste, pour négation de l'Holocauste, pardon. Donc là, c'est vraiment la pénalisation judiciaire, juridique, et ça, c'est une première en Grande-Bretagne, donc, du révisionnisme historique. C'est-à-dire que, comme il est sous nos latitudes, eh bien, le révisionnisme est considéré comme de la haine, c'est-à-dire est assimilé à de la haine, ce qui est tout à fait le cas actuellement en France, déjà depuis un certain nombre d'années. Ce n'était pas le cas au moment où la loi Guesso a été voté, promulgué puis appliqué en juillet 1990, eh bien, ça n'était quand même pas le cas. C'était une contestation sur le plan historique qui transformait les tribunaux en juges de l'histoire, ce qui est déjà extrêmement choquant. Mais si vous voulez, il n'y avait pas cette assimilation explicite au départ à la haine, quoi. Et ils ont réussi, finalement, le lobby a réussi à faire en sorte que tout débat sur cette question, toute expression, toute recherche qui ne va pas dans le sens des conclusions du tribunal militaire international de Nuremberg, eh bien, est considéré comme de l'antisémitisme, comme de la haine raciale, ce qui est inouï. Ce qui reprend d'ailleurs la phrase du pro-pédophile Finkielkraut, je dis pro-pédophile puisqu'il a soutenu l'IDUML dans l'affaire le concernant sur sa prédation sexuelle sur son beau-fils mineur, eh bien, ce qu'en dit long sur les gens de droite qui voyaient Finkielkraut comme une figure remarquable de la droite, etc. On voit ce qu'il en est. Bon, bref, je fais la parenthèse. Donc Finkielkraut, qui est un likoudnik absolument effrayant et fanatique, eh bien, a pu dire que c'était pire de dire les juifs ne sont pas morts que de dire mort aux juifs. Et les révisionnistes disaient les juifs sont morts, et que c'était beaucoup plus lent. Il l'a dit, ça faut le sortir quand même, ça faut le sortir. Bon, voilà. Donc voilà. Donc, et maintenant, si j'ose dire, c'est passé dans la jurisprudence, etc. en France. Donc au Royaume-Uni, maintenant, ça commence. Et je crains que même aux États-Unis, même malgré le premier amendement, vous savez, avec Biden au pouvoir et tout ça, vu comme évoluent les choses, je pense que malheureusement, ce sera difficile de penser que ça puisse durer la liberté sur cette question, même là-bas. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est un grand problème parce que les gens me disent pourquoi il faudrait s'exiler. Je dis oui, mais pour aller où? Parce qu'aujourd'hui, quel est le seul pays au monde où on peut être sûr? C'est pas évident. J'ai vu que Dieudonné avait demandé l'asile politique à la Turquie. Vous avez vu. D'ailleurs, je crois savoir qu'il a déjà une maison en Turquie, qu'il a déjà des affaires là-bas, son fils y est, etc. Il se rapproche de Stéphane Blé, qui est à Istanbul. À mon avis, je pense qu'il a raison d'agir ainsi, parce que de toute façon, en France, c'est fini pour lui. Je veux dire, tous ces spectacles sont interdits, il a des peines de prison qui s'accumulent, des amendes astronomiques qui se multiplient également. Par conséquent, vous voyez, Soral a dû quitter la France pour la Suisse, pour Lausanne en 2020. Dieudonné quitte la France pour Istanbul en 2021. Vincent Renoir avait dû quitter en 2015 pour Londres et on ne sait pas combien de temps il va pouvoir rester. Maurice Lelay avait quitté la France pour Tokyo, le Japon, en 2014. Et Stéphane Blé avait quitté la France pour Istanbul en 2017. Donc vous voyez, finalement, combien on va rester en France à tenir des positions ouvertement judéo-critiques finalement. Maintenant, on se compte sur les doigts de la main, si j'ose dire. Et la main n'est pas complète. Ça devient effrayant. Puis avec la comparution immédiate, oui, c'est vrai que la moindre peau de banane peut aller très vite de nos jours. Hervé Ryssen a été libéré. J'en suis très heureux. Je n'y croyais pas, je l'avais dit. On me répondra qu'Hervé a été plus habile que moi. Pendant sa détention, il a promis de payer ses amendes et de ne plus évoquer la question juive. Pour ma part, j'avais refusé de verser le moindre centime et j'avais annoncé que dès ma sortie, je reprendrais le combat révisionniste. Pour me le faire payer, les autorités m'avaient refusé toute remise de peine supplémentaire. Le comportement d'Hervé a donc payé et le voici en famille. Bravo et bravo à son avocat, Maître Viguier. Sans surprise, l'équipe de Balance ton antisémite s'offusque de la libération d'Hervé. Elle exige qu'eBay retire ses livres de la vente et lance « Nous ne lâcherons rien, Ryssen. Il va falloir te retrousser les manches, mon petit tolard. » Qu'elle se console. Depuis plus d'un an, l'équipe de Balance ton antisémite réclame mon extradition. Or, le 9 avril dernier, le magazine du Monde a publié un article intitulé « Comment les enquêteurs français traquent les bourreaux et les criminels de guerre ».
il y est question de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. Cet organisme comporte une division dédiée aux crimes de haine. On lit « La division travaille ainsi sur les tags négationnistes badigeonnés en août 2020 sur le site de Radour. Elle tente d'obtenir l'extradition du Royaume-Uni du Français Vincent Renoir, qui a pris la fuite après sa condamnation en novembre 2020 à 4 mois de prison pour négation de la Shoah. L'information n'est pas totalement exacte, je me suis exilé en 2015. Mais c'est désormais certain, car le journaliste n'a pas pu l'inventer. Les autorités françaises tentent d'obtenir mon extradition. À mon avis, leur demande remonte à l'affaire des graffitis révisionnistes à Oradour. Pour moi, cela change rien. Ou plutôt si. Après avoir publié ma prochaine vidéo qui durera 1h45 et qui synthétisera 20 années de réflexion sur la décadence de notre civilisation, je retravaillerai mon ouvrage sur Oradour afin d'en publier au plus vite une nouvelle version. Merci à celles et à ceux qui me soutiennent dans mon action. Bonsoir. Puis même, vous disiez justement sur cette censure, donc elle commence par les gens plus radicaux, et finalement elle finit par s'étendre, quoi. C'est la doxa, ça s'arrête jamais. Et là, c'est par exemple le YouTube de France Soir qui a été détruit. Dans la foulée, il se posait même la question de détruire Sud Radio, et donc des médias qui sont quand même peut-être un peu borderline, comme on dit, mais bon, plutôt réguliers et gaullistes, quoi. Oui, et puis tout à fait sioniste. Enfin, en tout cas, qui ne posent pas cette question quand cette question est abordée, ils vont dans le sens de Netanyahou, je veux dire. Donc oui, ça prouve que toute expression, un temps soit peu dissidente, un temps soit peu libre, est dans le collimateur. Oui, François, c'est stupéfiant. Je pense que le journal d'aujourd'hui n'est plus que numérique, et on voit à quel point un journal, une revue purement numérique, c'est quand même un signe de fragilité, parce que, comme je l'ai souvent expliqué, c'est beaucoup plus difficile, certes possible, mais beaucoup plus difficile quand même d'interdire de manière absolue et définitive un journal papier ou une revue papier qui paraît régulièrement en kiosque depuis des décennies un site internet. Je veux dire, qu'un journal purement numérique, c'est-à-dire un peu virtuel quand même, quoi, ouais. Donc c'est sûr que le papier est quand même très important. Mais s'agissant de François, il est évident que je pense que le journal, la publication, paye là l'interview de Francis Lalanne, finalement, et les propos qu'il avait tenus sur le renversement nécessaire, selon lui, de Macron. C'est évident. C'est-à-dire qu'en réalité, tout propos jugé un peu véhément aujourd'hui, ou un peu trop libre, alors que je sache pourtant, la République, elle n'est pas née, elle ne s'est pas maintenue dans la douceur. Hein, c'est bon, on peut se dire quand même, que ce soit la Révolution française, que ce soit les différentes épurations qui ont permis le retour de la République en France, ça s'est quand même pas fait dans la paix et dans la tranquillité. Donc, simplement souhaiter un changement de régime en France, même de manière pacifique, même de manière purement verbale, c'est déjà considéré comme un délit, quoi, en France. Alors, appel à la violence, ils appellent ça, oui. Quelqu'un qui est monarchiste n'aura pas le droit d'exprimer des positions ouvertement monarchistes, il ne pourra pas souhaiter ouvertement le changement de régime. En France, c'est hallucinant. Oui, en plus, ce changement de régime, c'est sur la forme, c'est pas forcément sur le fond. Quoique après, comme vous dites, avec la monarchie, où il y a toute une imagerie quand même.